Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 2 semaines après la tragédie de Ngarbou, la nécessité d'une enquête impartiale se pose pour faire la lumière sur les violences commises contre les populations civiles dans ce village situé dans le nord-ouest, l'une des régions en guerre. Depuis près de 3 ans, le président français Emmanuel Macron et le chef de l'État du Cameroun Paul Biya en sont convenus lors d'un échange téléphonique. Cependant, l'opposition et la société civile doutent de la volonté réelle du gouvernement de mener une enquête capable de révéler l'atrocité de la réalité sur le théâtre de la crise anglophone. L'offensive et la pression diplomatique française peuvent-elles faire bouger les lignes sur le théâtre de cette crise qui perdure depuis près de 3 ans? Élément de réponse à suivre au cœur de ce journal. C'est un hashtag devenu viral. Que signifie être une femme africaine? À quelques jours de la journée internationale consacrée à la femme, de nombreuses Camerounaises et d'autres femmes d'Afrique de l'Ouest sont montées au créneau sur les réseaux sociaux afin de révéler et dénoncer leurs devoirs à travers une ironie évoquant des violences conjugales, le mépris de la part de leurs conjoints. Un débat qui a pris une ampleur sur les réseaux sociaux concernant la considération accordée à la femme africaine de nos jours. Vous suivrez quelques captures d'écran, réalité des femmes africaines au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Alors que l'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur à travers le monde, avec plus de 2000 morts déjà enregistrés, le Cameroun est-il prêt à faire face à une éventuelle épidémie au regard de l'afflux des voyageurs venant de Chine et d'autres pays européens susceptibles de porter le virus coronavirus? Le ministre de la Santé publique a fait le tour de quelques points d'entrée du Cameroun et quelques hôpitaux dans la cité capitale afin d'évaluer le dispositif mis en place avec le concours des partenaires du Cameroun, notamment les États-Unis d'Amérique. Le gouvernement estime que le pays est fin prêt pour faire face à cette épidémie de coronavirus. Cependant, il y a encore quelques difficultés liées à la capacité de suivre des éventuels passagers venant des pays comme la Chine, là où l'épidémie sévit avec plus de 2000 morts à la clé. Des précisions dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. Devant la menace du coronavirus, le ministre de la Santé publique vient de mesurer l'efficacité du dispositif du Cameroun face à cette épidémie. C'est par l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen que cette inspection a démarré. Il était question pour nous de regarder à la sortie de l'avion comment est-ce que le passager est traité, comment il est screené, jusqu'à ce que nous ayons, susceptibles, c'est que nous ne souhaitons pas avoir un cas. Mais si nous avons un cas, qu'est-ce que nous faisons de ce cas-là? Selon le ministre de la Santé publique, ce dispositif est rassurant. Je suis rassuré que nous avons 2 niveaux de screening en réalité. À la sortie du tunnel, nous avons 2 personnes qui screenent avec les thermoflash, ils prennent les températures. Et après cela, nous avons une 2e personne avec la caméra thermique qui screen encore pour la 2e fois. Et ça nous donne beaucoup plus de marge en termes d'appréciation, n'est-ce pas, de l'état du passager qui arrive. Pour autant, les consignes sont de ne pas obstruer le trafic dans les aéroports camerounais. Ce que nous avons recommandé simplement, c'est de mettre un dispositif qui ne puisse pas freiner, n'est-ce pas, la fluidité du débarquement pour que les compagnies aériennes ne puissent pas se plaindre de notre pays. Et ça, je pense que les autorités des aéroports du Cameroun, que nous voulons remercier d'ailleurs pour leur coopération, leur accompagnement, en ont bien pris note et cela se passe très bien. Après l'aéroport de Nsimalen, le ministre de la Santé publique s'est rendu au Centre national des urgences pour s'assurer de ce que cette infrastructure pourra être capable d'entrer en action si un cas de coronavirus était déclaré. Aux côtés du gouvernement, l'Organisation mondiale de la santé apporte son soutien en mettant à disposition des conseils pratiques. La coordination, la planification, la surveillance et les actions à prendre au niveau des postes de frontières, la prise en charge des cas, l'isolement, la communication et la logistique. Dans le cas éventuel où un cas serait détecté, qu'on puisse y répondre en utilisant bien entendu les guides de l'OMS. Avec un cas déclaré au Nigeria, la pression du coronavirus s'est accentuée sur le Cameroun depuis
la semaine dernière. La levée de bouclier du gouvernement contre les accusations de violation des droits de l'homme suscite un vif débat dans les milieux politiques. L'opposition dénonce un enfumage visant à masquer la gravité de la situation sur le théâtre de la crise anglophone. La société civile enfonce le clou en révélant la pertinence des enquêtes sur les exactions commises sur les populations civiles, notamment en Garbou. Ce village est situé dans le Ndongamantung, région du Nord-Ouest, là où plusieurs ONG, notamment Human Rights Watch et des organisations de la société civile au Cameroun, dénoncent des massacres des civils lors d'une opération militaire, argument battu en brèche par le gouvernement et le parti au pouvoir. Dans les rangs du RDPC, l'on crie au complot et on dénonce la surenchère politique. Le regard croisé de la classe politique sur la situation des droits de l'homme, notamment sur le théâtre de la guerre contre les séparatistes dans les deux régions anglophones, c'est avec Flavien Valondongo. Des rapports rendus publics par des ONG en charge de la protection des droits de l'homme qui renseignent qu'il y a eu une vingtaine de personnes tuées, parmi lesquelles femmes et enfants, lors de l'attaque de Garbou, sont balayés du revers de la main par le régime de Yaoundé, qui voit plutôt une diabolisation de notre pays. L'exploitation politique de ces mensonges, ça saute à l'œil nu. Et je crois que les Camerounais doivent faire attention. Nous avons un État qui est jeune, mais ça ne veut pas dire que nous devons nous laisser dicter la loi par des mercenaires venus à la solde et payés par des grands groupes internationaux. Je crois que la ligne rouge est en train d'être franchie. Le nouveau droit de l'homme, qui fait partie des ONG ciblées ici, souligne que le gouvernement est coutumier du refus des actes qu'il pose. On a comme le sentiment qu'on est en face d'un gouvernement irresponsable. Il y a eu un massacre à Garbou, il n'y a pas eu une bavure. 22 personnes tuées, les femmes et des enfants, c'est un massacre. Ce que nous avons pu collecter comme information, c'est qu'il y a eu une opération militaire qui mettait en avant l'armée camerounaise avec des personnes qui ont été identifiées comme des bergers qui accompagnaient l'armée camerounaise dans l'opération. Si le gouvernement refute des enquêtes menées par ces ONG, au Social Democratic Front, il se dit que les chiffres révélés par le pouvoir de Yaoundé ne respectent pas les réalités du terrain parce que n'ayant pas mené une enquête au préalable. Et malheureusement, le gouvernement lui aussi n'a mené aucune enquête, mais a quand même avancé les chiffres. Parce que je crois qu'une commission d'enquête vient d'être mise sur pied il y a juste quelques jours. Donc vous voyez qu'il y a une véritable contradiction. Les organisations qui ont jusqu'à aujourd'hui communiqué sur cette question, de notre point de vue, sont on ne peut plus sérieuses. Et il faut dire que l'Église catholique également. Pour le militant du MRC et allié, le gouvernement est sans pitié pour ces citoyens qui sont massacrés au quotidien. Dans les multiples sorties, une odeur pour simplifier les morts se dégage. Vous voyez le geste de la main que je fais. C'est une façon de dire que pour eux, au gouvernement, bon, le plus important, c'est l'opération qu'il y avait à mener. Les 5 personnes qui ont rendu l'âme, ce n'est que des dégâts collatéraux. Alors que même si c'était une personne, une communauté nationale véritable, qui a le souci du citoyen, devait s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde, le temps d'un instant, pour rendre hommage à ses compatriotes décédés inutilement. En attendant les vrais résultats des enquêtes engagées, il est à noter que le ciel reste jusqu'ici plein de nuages entre des acteurs politiques de l'opposition, des ONG en charge de la protection des droits de l'homme et le pouvoir de Yaoundé. Et 2 semaines après la tragédie de Garbou, le président français Emmanuel Macron a eu un échange avec son homologue camerounais à propos des violences commises contre les populations civiles dans ce village situé dans le nord-ouest. Emmanuel Macron et Paul Biya sont convenus de la nécessité d'une enquête impartiale pour faire la lumière sur cette affaire. Et d'aucuns y voient une pression diplomatique française en vue de faire bouger les lignes au Cameroun. Toujours dans ce chapitre politique, qui sera le prochain maire à la tête de la communauté urbaine de Douala, le super maire de la ville? Ils sont jusqu'ici 3 candidats connus des Camerounais résidant dans la capitale économique du Cameroun. Ils se rapprochent des conseillers municipaux en vue d'engranger leur voix durant ce scrutin annoncé demain, mardi, dans la cité capitale économique du Cameroun. Quels sont leurs programmes et leurs chances de pouvoir remporter ce suffrage au centre du parti au pouvoir? Élément des réponses avec Kediara. Plus que quelques heures et le voile sera levé sur l'identité du super maire de la ville de Douala.
À quelques heures de ces élections, les candidats, 3 au total, poursuivent leur opération de charme auprès des électeurs, à savoir les grands conseillers. Qui sont-ils réellement? Quels sont leurs faits d'armes? Le voile se lève dans cet élément. Candidat numéro 1, Lengue Malapa. Après plusieurs mandats passés à la tête de la commune d'arrondissement de Douala 1er, Jean-Jacques Lengue Malapa vient d'être élu pour un 3e mandat et compte étendre sa zone de confort à Super-Maire de la ville de Douala. À son actif, une expérience acquise ces dernières années au sein de sa mairie, avec à son actif la construction de plusieurs écoles, d'une case sociale et d'un hôtel de ville. Candidat numéro 2, Roger Mbassandine. Docteur en économie, ancien PCA de l'AES Sonnel, il axe sa campagne sur plusieurs points, à savoir la réduction des déséquilibres territoriaux, la réorganisation et l'amélioration du cadre de vie des habitants de la cité, l'amélioration de la compétitivité et l'attractivité de la ville de Douala, le renforcement des partenariats autour du devenir de la ville et enfin l'ancrage de la ville de Douala dans son histoire et sa culture. Candidat numéro 3, Jérémy Solé. Ancien biologiste, il a été directeur général de l'hôpital La Cantini et délégué régional de la santé publique du littoral. Aujourd'hui conseiller de la commune de Douala 4e, il envisage au cas où il est élu super-maire, faire de Douala une vie solidaire, centrée sur la satisfaction des besoins ressentis et exprimés par le plus modeste des citoyens. Rendre la ville attractive et économiquement forte, transformer la ville de Douala en une ville qui assure l'épanouissement et la promotion de la jeunesse, permettant la transformation du capital vital de la jeunesse en un capital économique et social indispensable au développement de la cité. Alors, lequel de ces programmes aura un écho favorable au sein de la communauté des grands électeurs qui constituent le corps électoral des élections de super-maire de la ville de Douala? La réponse dans quelques heures. À quelques jours de la journée internationale de la femme, de nombreuses féministes sont montées au créneau pour dénoncer la discrimination criarde encore observée au Cameroun entre les hommes et les femmes. Plusieurs actions ont été menées pour évaluer la promotion de la femme et le respect des droits des femmes au Cameroun. Les résultats sont assez édifiants. Ces droits sont loin d'être respectés malgré les nombreux plaidoyers menés jusqu'ici. Reportage Robin Moukoubé et Isabelle Carole Zoupet. Les inégalités hommes-femmes sont cet ensemble de disparités sociales et juridiques qui défavorisent les femmes par rapport aux hommes. Une situation qui s'observe dans plusieurs sociétés, à l'instar de celle africaine. Il y a ce blocage parce que tu es femme, tu ne dois pas faire, parce que ce sont ce que les gens pensent. Il y a eu de fausses interprétations du rôle de la femme dans la société. La femme est souvent donc reléguée au second point. Cet écart de traitement entre ces deux sexes constitue un obstacle pour la gente féminine dans son ascension vers les plus hauts sommets. Au Cameroun, elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes qui mènent ce combat pour l'égalité de sexe afin de participer pleinement au rayonnement de la société. Dans la vie politique, tu vois qu'il y a cette idée qu'une femme ne peut pas. Si on prend notre situation de leader au Cameroun, les femmes n'arrivent pas à devenir les gouverneurs de notre région. Il y a certains ministères qu'on n'a jamais donné aux femmes de diriger. Maintenant, notre combat, c'est que si une femme est capable de diriger, il faut la laisser de diriger. Il ne faut pas mettre les obstacles parce qu'elle est une femme. C'est dans cette optique de promouvoir l'égalité des droits et de la dignité humaine des femmes que ces actrices de la société civile d'Afrique centrale se sont réunies à Douala. Elles envisagent pour la 64e session sur les droits de la femme qui se tiendra à New York dans les tout prochains jours de porter la voix des femmes d'Afrique par rapport aux réalisations faites dans le domaine de la femme, également des défis à relever pour pouvoir avoir le soutien des autres pays qui se sont avancés. Être une vraie femme africaine signifie-t-il être une femme reléguée au rôle de mère pondeuse dans des foyers conjugaux subissant des violences au quotidien de son époux?
son infidélité et être contrainte de devoir donner tous ses revenus au chef de famille afin qu'il puisse gérer pour l'avenir et le bien-être de la famille, de nombreuses femmes ont profité d'un hashtag devenu viral pour dénoncer le calvaire des femmes, à la fois dans leur foyer, dans leur famille, mais également dans la société africaine, de plus en plus discriminatoire à l'égard des femmes. Je vous propose de suivre ce reportage, là où Gladys Sidier a pu effectuer quelques captures d'écran de l'exaspération des femmes africaines sur leurs conditions de vie et leurs relations avec leurs conjoints. Les femmes en ont marre, et c'est peu de le dire. Elles dénoncent de manière sarcastique leurs conditions dans une société patriarcale à travers le hashtag « Vraie femme africaine ». Il consiste à attirer l'attention sur les stéréotypes et les clichés auxquels les femmes font face au quotidien. Le mouvement qui est né en Afrique de l'Ouest est suivi depuis plusieurs jours par des milliers d'internautes à travers l'Afrique. Morceau choisi de quelques posts. Une vraie femme africaine se marie pour être une pondeuse et consommatrice patentée. Même si l'homme gaspille son salaire ailleurs, malgré le fait qu'il a été prévu, prends le tien et donne-le lui, c'est ça une vraie femme africaine. Tu dois accepter tous les mépris et manques de respect de ta belle famille, sinon tu perds ton foyer, vraie femme africaine. Il te viole tes enfants, c'est ton mari, attrape ton cœur et prie. Ne laisse pas le diable gâter ton foyer, vraie femme africaine. Une vraie femme africaine cuisine le poulet même si son mari ne donne plus 5 francs depuis 10 ans de mariage. À côté de ces nombreux messages de dénonciation, ils sont nombreux à saluer l'initiative qui vise selon eux à dénoncer ces ensembles de croyances qui maintiennent la femme africaine dans la bêtise et la médiocrité. Certains internautes encore parlent de préjugés, stéréotypes que la société africaine prend plus au sérieux que la santé mentale et physique de la femme. La campagne Vraie femme africaine vise à lutter contre les idées reçues avec un brin de sarcasme. Souvent taxées de corrompues par la culture blanche, les femmes sont objets d'insultes sur les médias sociaux et dans la vraie vie. C'est pour faire bouger les lignes et changer le regard sur la femme, notamment africaine, que le mouvement Vraie femme africaine a vu le jour. Le torchon brûle dans plusieurs circonscriptions électorales acquises au RDPC. Le parti au pouvoir a étalé ses dissensions au lendemain des élections des exécutifs municipaux dans plusieurs localités. Entre les directives du président national, les circulaires du secrétaire général, le jeu trouble des élites et les aspirations de la base, ces querelles intestines et batailles de positionnement sont-ils les signes d'une implosion dans plusieurs sections du RDPC, le parti au pouvoir? Je vous propose de suivre l'analyse signée Ike Cyril. Autrefois suspendue sur la tête des militants comme une épée de Damoclès, la discipline du parti est aujourd'hui mise à rude épreuve au sein du RDPC, comme en témoignent les contestations observées à la faveur de l'élection des exécutifs communaux au lendemain des municipales et législatives du 9 février dernier. La contestation de la discipline du parti qui a été érigée à un moment donné en dictature du parti. Cela remet aussi au goût du jour la question des choix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au-delà des investitures qui ont été exigées par la base. Il y a le problème fondamental des parrainages, des cooptations. Si la discipline du parti est désormais battue en brèche, le politiste Aristide Monod voit également en ces contestations une guerre de leadership et de positionnement entre les barons du RDPC. Il s'agit en fait de la bataille des barons locaux par candidats interposés. Donc il est difficile de parler en l'état de l'expression de la contestation de la base. C'est plutôt la contestation entre les différents seigneurs et chacun de ces seigneurs est en train de se battre pour positionner son poulain. Question d'avoir une main mise à travers ce poulain. Illustration parfaite avec le cas de la commune de Sangmelima qui, selon Aristide Monod, étale également au grand jour la cacophonie au sommet du parti.
vous voyez aujourd'hui la cacophonie qu'on observe du côté de Sarme-Liman. On est en train de se poser la question de savoir qui dirige véritablement le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC n'arrive plus à décider de façon formelle sur certaines questions. Dans ces conditions, précise le politiste, il serait difficile pour les protagonistes qui remporteront la bataille d'exercer en toute quiétude. Ceux qui auront récupéré les rênes de la mairie auront du mal à pouvoir s'imposer de façon dictatoriale parce qu'en face, il y aura ceux qui pourront les arrêter, c'est-à-dire ceux qui sont issus de la contestation. Pour le politiste Aristide Monod, l'élection des exécutifs communaux au lendemain des municipales et législatives du 9 février 2020 a achevé d'étaler les dissensions au sein du RDPC. Le parti au pouvoir au Cameroun, plus que jamais, au bord de l'implosion. Dans le reste de l'actualité, de graves désagréments paralysent le transport sur le corridor Douala-N'Djamena et le corridor Douala-Bangui. Pour défaut de GPS, une centaine de camions sont contraints de rester immobilisés pendant une semaine. Ce dispositif de contrôle des marchandises est indisponible depuis plusieurs jours, ce qui crée un manque à gagner, évalué à plusieurs centaines de millions de francs CFA pour les propriétaires et les transporteurs routiers sur le corridor Douala-N'Djamena et le corridor Douala-Bangui. Ils ont saisi le chef du gouvernement pour dénoncer ces manquements graves sur ces corridors. Des précisions dans ce reportage que signent Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Les chauffeurs oisifs et masquant à peine leur colère, une longue file de camions chargés et immobilisés, c'est le tableau qui accueille le visiteur à ce poste des douanes du littoral. Bien que chargés et prêts à partir, ces camions qui doivent rallier Bangui ou N'Djamena sont stationnés pour certains depuis 4 jours, une semaine pour d'autres. Raison, le défaut de GPS. Les camions sont en train d'attendre que le Nexus vienne poser le GPS. Et ils ne sont pas venus. Donc c'est ce qui explique. Sans GPS, les camions ne peuvent pas sortir du port de Douala. Donc c'est ce qui explique que vous avez vu que les camions sont garés actuellement au port de Douala. Le dispositif électronique permet le suivi, le contrôle et la géolocalisation des marchandises en transit au Cameroun et en partance pour le Tchad et la RCA. L'objectif est d'assurer la maîtrise des recettes douanières, sauf que les délais deviennent intenables pour les transporteurs et les chauffeurs. Et si un camion peut faire 2 voyages par mois et qu'il ne peut pas le faire, ça veut dire que le manque à gagner est énorme. Ça veut dire que ça divise par 2 ce qu'il gagnait avant. Et c'est tout le monde qui en pâtisse. Ils estiment également que la qualité du GPS est préjudiciable aux chauffeurs. Le dispositif est installé grâce à un fil de fortune et relié aux batteries des camions plutôt que sur les marchandises. Et le GPS, ce qui nous énerve, le GPS bouffe les batteries des camions. Vous-même, vous avez vu comment les câbles sont branchés. Chaque 2 voyages, il faut changer des batteries. Chaque 2 voyages, il faut changer des batteries. Est-ce que ça peut... Nous sommes déjà, comment on appelle ça, bloqués, calés. On est déjà au bout. Je ne sais pas si nous pouvons encore continuer à ce rythme-là. Ce n'est pas facile. En temps ordinaire, un chauffeur fait 2 à 3 voyages par mois sur Bangui ou N'Djamena, une moyenne devenue impossible en ce moment en raison des dysfonctionnements liés au GPS. Exaspéré, la plateforme des organisations professionnelles de transport routier du Cameroun a saisi par correspondance le Premier ministre il y a une semaine pour tirer la sonnette d'alarme. Les transporteurs et chauffeurs évaluent les pertes à millions de francs CFA pour eux et pour les caisses des États, des corridors. Un public reportage dans ce journal. Orange Cameroun a saisi l'opportunité de la célébration de la Saint-Valentin le 14 février dernier pour rassembler ses clients fidèles lors d'une soirée glamour. Les couples invités ont ravivé la flamme de l'amour et consolidé leur union grâce à Orange Cameroun. Reportage. Le 14 février, Orange Cameroun a offert à 20 couples un dîner en amoureux à l'hôtel Starland à Douala. En quoi consistait la promo Saint-Valentin de Funtone? Cette promotion a débuté le 7 février et elle s'est achevée le 14 février. Occasion pour les couples de célébrer l'amour.
yes, yes. Pour participer, le client devait s'inscrire via USSD en tapant le dièse 111 étoile 321 dièse et cumuler au minimum 1000 points en offrant ou en téléchargeant des fantômes d'amour à son entourage. Offrir donnait droit à 50 points et télécharger 15 points. Tout cela à 101 francs CFA. Partage ou téléchargement afin d'avoir la chance d'être sélectionné parmi les gagnants de cette promo. Un moment empreinte d'amour, de chic et de glamour au cours duquel les couples ont renforcé leur complicité. Très splendide, n'est-ce pas? Ok, oui. Très magnifique. Nous l'avons créé très bien. Depuis, je n'ai jamais rien gagné à Orange. Donc quand on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné, pour moi, je n'y croyais pas. Mais vraiment, la soirée était très belle. La soirée, elle était très belle. Oui, elle est magnifique, elle est très belle, on s'est bien amusé. Orange Cameroun, à travers cette promotion, a voulu célébrer l'amour avec ses nombreux abonnés. La soirée consistait à pouvoir offrir un dîner en amoureux avec son partenaire ou sa partenaire. Mais le process derrière était un jeu, une promotion qu'on a lancée sur Funton. Funton, un service d'Orange où nous pouvons personnaliser nos musiques d'attente et leur faire écouter à notre entourage. Donc la promo consistait en fait à offrir des musiques déjà prévues, sélectionnées en amour à son entourage. L'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. De nombreuses autres surprises sont à découvrir dans les jours à venir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Nouffelet, demain mardi 3 mars 2020, on connaîtra le premier maire de la ville de Douala. Premier maire élu à la tête de la communauté urbaine de Douala. Pour l'instant, ils sont 3 candidats qui ont été présentés dans l'un des reportages diffusés au cours du journal de 20h. Tous sont des militants du RDPC. L'un est maire à Douala premier. Des autres sont connus également dans les milieux professionnels et dans les milieux du parti au pouvoir comme étant des responsables politiques depuis de nombreuses années. Ils sont en train de dérouler leurs différentes campagnes et professions de foi. Cependant, l'on sait qu'au sein du parti au pouvoir, c'est souvent l'investiture qui prime au-delà des élections en interne durant la session de plein droit du Conseil de la communauté urbaine de Douala. On ne peut rien attendre pour savoir qui sera à la tête de la super mairie de la ville de Douala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame,